Va-t-on relancer la querelle entre écoles publiques et privées? Il y a un rapport parlementaire qui sort aujourd'hui et qui met les pieds dans le plat. Opacité sur le financement du privé, manque de contrôle des cours qui sont dispensés. Il y a 2 millions d'élèves, je le rappelle, peut-être que c'est le cas dans votre famille, qui sont dans le privé en France. Bonjour Paul Vanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise, co-rapporteur de cette mission d'information. Merci d'être là. Face à vous, Véronique Fèvre. Bonjour Véronique. Bonjour. Notre chef du service éducation ici à BFM TV et Laurent Neumann. Bonjour Laurent. Bonjour. Éditorialiste. Avant de vous entendre Paul Vanier, on va essayer de résumer avec les éclaireurs et avec Fanny Beckscheider ce qu'on a compris de votre rapport, ce qu'on a pu glaner dans les indiscrétions qui sont déjà sorties. Quelles sont les principales conclusions, Fanny? Eh bien, regardez tout d'abord cette première critique. Elle concerne le financement jugé trop opaque de ces établissements privés sous contrat, financement public. Alors, s'agit-il de 10, de 11, de 12 milliards? C'est très incertain et c'est ce qui est la principale critique de ce rapport. Autre point également noté dans ce rapport, eh bien, c'est un manque de contrôle de manière générale. Contrôle à la fois de l'utilisation de l'argent public, ce qu'avait déjà dénoncé la Cour des comptes dans son rapport de juin dernier, de la pédagogie également, et puis un manque de contrôle également de l'administratif de ces établissements privés. Voilà pour les principales critiques. Et puis également, bien, on va remarquer que une concurrence déloyale entre les établissements publics et privés sont dénoncés, avec, on voyait ce constat, une part des élèves privés dans le privé qui sont issus de milieux favorisés, qui en 20 ans a progressivement augmenté et assez considérablement de 30 à 41%, vous le voyez, qui aggrave des inégalités scolaires et sociales. Fanny, que répond l'enseignement privé? Eh bien, l'enseignement privé, à savoir le secrétariat général, je vais y arriver, à l'enseignement catholique, eh bien, dénonce un rapport à charge injuste, fait de contre-vérité et qui relèverait de la caricature et du fantasme. Mais cet enseignement catholique s'accorde tout de même à dire qu'en effet, il y a peu de contrôle financier dans ces établissements. Merci beaucoup, Fanny. Paul Vanier, on ne sait pas combien ça coûte. Combien l'État met d'argent dans l'enseignement privé? Combien l'État et les collectivités territoriales, et c'est une sidération pour moi de l'avoir constaté, personne n'est capable en effet de nous le dire, parce qu'il y a à la fois des phénomènes de sous-estimation de certaines dépenses, notamment de certaines dépenses des collectivités, et puis certaines dépenses ne sont pas du tout prises en compte. Par exemple, il y a des phénomènes de niche fiscale qui peuvent permettre le financement des établissements privés sous contrat quand on leur fait des dons, comme pour n'importe quelle association. Et cette dépense n'est jamais comptabilisée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs centaines de millions d'euros au moins de dépenses qui ne sont jamais intégrées au calcul. Et donc, voilà pourquoi la marge, donc on est autour de 9, 10, 11, 12 Entre 10 et 12, probablement, 10 et 12 milliards au total, par an. Et ça a beaucoup augmenté, parce que, par exemple, pour l'État, en 10 ans, on est passé de 7 à 9 milliards d'euros d'argent chaque année. Ce que vous dit l'enseignement privé, ce que vous dites, sur les finances, c'est qu'il y a un problème de contrôle. On ne contrôle pas l'argent qui est versé par l'État au collège, au lycée privé? En tout cas, on ne contrôle pas tel que le Code de l'éducation le prévoit, parce que ce qu'on appelle les audits des établissements, c'est des contrôles assez approfondis, ils sont quasi inexistants. Il faudrait, au rythme actuel, 1500 ans pour que l'ensemble des 7500 établissements privés sous contrat du pays soient contrôlés. Et j'insiste sur ce contrôle parce que... Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Et il est important ce contrôle parce que c'est le seul qui est capable de tracer l'usage des fonds publics et de vérifier que l'usage correspond à ce qui est prévu par les textes. Donc là, il y a une défaillance majeure qui appelle une réaction urgente de la part de la ministre de l'Éducation nationale. Et est-ce que c'est la même chose pour l'enseignement qui est prodigué dans ces établissements scolaires privés? Est-ce qu'on ne contrôle pas suffisamment? Le contrôle est plutôt bon de ce côté-là. En tout cas, l'essentiel des enseignants sont inspectés comme dans le public, même s'il faut dire que dans l'enseignement privé, vous avez une part d'enseignants précaires qui est très importante, c'est à peu près 20% des personnels, et ces enseignants-là peuvent ne jamais être inspectés au cours de leur carrière, puisque leur inspection dépend du bon vouloir du chef d'établissement, et donc il y a quand même une défaillance du contrôle pédagogique, même si, je dois le dire, il est plutôt bien assuré dans les établissements privés. Bon, je voudrais entendre Véronique, vous qui baignez dans ces sujets-là. Est-ce qu'il y a un problème d'opacité pour vous? Il y a un problème, c'est ce que soulève le rapport, de fléchage en fait. C'est parce que quand l'État donne de l'argent, c'est pour des missions spécifiques. Quand les collectivités donnent de l'argent, c'est pour des missions spécifiques. Et il y a une forme de, si j'ai bien compris, de pot commun en fait, qui fait qu'on n'arrive pas bien à retracer les choses. Et puis il y a eu des affaires et l'enseignement catholique regrette qu'on en fasse une généralité. Mais c'est vrai qu'on a eu notamment une chef d'établissement qui s'était faite rétribuer pour des heures qui n'étaient pas
pas assumé, par exemple, alors qu'elle aurait dû être rémunérée par l'association de l'établissement. Après, la question, c'est pourquoi faire? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Je vous ai entendu parler de fraude, notamment. Qu'est-ce que vous soupçonnez, en fait, pour être clair, quelle type de fraude vous soupçonnez visant l'enseignement catholique? Alors, moi, je ne soupçonne rien et je ne veux rien réduire à des établissements privés particuliers. Je ne m'intéresse pas en particulier aux établissements catholiques. On nous a décrit au cours des... On a fait à peu près... on a fait 43 auditions. On a vraiment entendu tout le monde. Plusieurs interlocuteurs nous ont décrit au moins 4 mécanismes de fraude et de détournement de fonds publics potentiels. Et ce que nous pouvons affirmer, sans être en situation de mesurer l'importance de ces fraudes, nous pouvons affirmer qu'en l'absence de contrôle, ces fraudes existent. Et que... Attendez, juste... Quel type de fraude? Oui, par exemple, la principale et la plus simple à comprendre, si je puis dire. Par exemple, des heures d'enseignement déclarées, payées sur fonds publics qui ne sont pas assumées. Autre exemple, l'usage... D'une certaine manière, pardon, je vais caricaturer, mais on facture à l'État de l'enseignement qui n'est pas prodigué. Exactement. Pour être précis, les chefs d'établissement des collèges et des lycées privés, qui sont souvent d'anciens enseignants, déclarent des heures d'enseignement. Or, il se trouve que parfois... Souvent, peut-être, je n'ai pas les moyens de le dire, elles ne sont pas assumées et or elles sont payées sur fonds publics. Autre exemple, les forfaits communaux, l'argent versé par les communes, peut être utilisé dans ce qu'est la boîte noire de la caisse de l'établissement, in fine pour financer des dépenses qui sont interdites par la loi, par exemple des dépenses d'investissement. Donc il y a ces mécanismes qui nous ont été décrits par des interlocuteurs très différents, parfois aussi qui ont été reconnus par des rectorats que nous avons auditionnés, donc c'est des gens qui sont sérieux, qui savent de quoi ils parlent. Je vais être précis, je n'ai pas les moyens de dire s'ils sont absolument généralisés ou ils sont ponctuels, mais ils existent. Et ils existent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est là où il y a une défaillance majeure, et c'est là où il doit y avoir une réponse de l'État. C'est là où on doit appliquer la loi, le code de l'éducation et demander à ce que, comme tous les autres, au fond, mais Paul Vanier, vous voulez rejouer 84, la loi Savary, les manifs dans la rue et vous attaquer à l'école privée. Pour vous, il y a un problème spécifique parce que je vous ai entendu, par exemple, je vous ai lu, et on entendait tout à l'heure le terme de concurrence déloyale du privé vis-à-vis du public. Pourquoi concurrence déloyale? Parce que ces établissements privés qui sont très largement financés sur fonds publics à plus de 75%, eh bien, ils n'obéissent pas aux mêmes règles que les établissements publics. Et vous avez de ce fait des disparités très grandes. Les établissements privés choisissent leurs élèves, ils peuvent les trier, ils peuvent aussi les exclure sans respecter par exemple le droit des enfants dans le cadre des procédures disciplinaires. Les établissements privés n'accueillent pas autant d'élèves en situation de handicap que les établissements publics. Et donc moi je dis tout simplement que s'il y a des fonds publics, il doit y avoir des contreparties. C'est peut-être le minimum. D'ailleurs, dans les autres pays d'Europe où vous avez des financements publics importants, les contreparties demandées aux établissements privés sont beaucoup plus fortes qu'en France. Il y a une exception française où les contreparties sont quasiment inexistantes. Et moi je pense qu'il faut faire donc évoluer ce système. Ça n'a rien à voir avec la guerre scolaire. Il n'y a pas de guerre scolaire dans notre pays. Il y a d'un côté des autorités publiques qui ont renoncé au contrôle, qui sont complètement défaillantes, et puis il y a une école publique qui s'effondre. Voilà la situation actuelle à laquelle je pense qu'il faut s'intéresser en observant le système dans sa globalité. Pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas plus, Laurent Neumann? Est-ce que c'est précisément par trouille de rejouer 1984, la loi Savary, les manifestations monstres en France pour défendre l'école privée? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne contrôle pas suffisamment? Alors, il y a sans doute une part de ça, mais ce n'est pas la seule explication. La vérité, c'est que l'État ne fait plus son travail de contrôle dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vais en prendre un autre qui n'a rien à voir, l'inspection du travail. Vous voulez qu'on regarde le nombre de milliers de postes d'inspecteurs du travail qui ont été supprimés en 20 ans? Là, c'est la même chose. L'État verse... Alors, la Cour des comptes donne quand même des chiffres. On parle de 8 milliards et demi versés par l'État et près de 2 milliards par les collectivités locales. C'est à peu près ça l'étiage. Mais la moindre des choses, c'est qu'on regarde. Pas simplement d'ailleurs l'utilisation des fonds, mais aussi le respect de la pédagogie, mais aussi le respect des règles de la mixité. Donc moi, ça ne me choque pas ce rapport. Là où on peut débattre, c'est sur les mesures. Mais pardon, il y a un fait essentiel de mon point de vue dont on ne parle pas, et je n'ai pas lu l'intégralité de votre rapport, je l'avoue. On ne l'a pas encore. Et peut-être y faites-vous référence. Mais le vrai sujet, c'est que sur les 25 dernières années, la part de l'argent de l'État consacré à l'éducation nationale publique et privée a baissé. Ça fait 25 ans qu'on nous explique que l'éducation, c'est le sujet majeur, c'est la priorité. En pourcentage de l'argent public dépensé, depuis 25 ans, ça baisse. Pourquoi il y a autant de gens qui vont vers le privé? Alors justement, oui, j'entends ça et je voudrais que vous détailliez une proposition et entendre Véronique Fèvre derrière là-dessus. Le malus. Vous dites, à partir du moment où un établissement, comment dire, je vais reprendre votre mot, trierait un peu plus
les élèves, auraient des élèves qui sociologiquement, socialement seraient très différents de ceux des établissements publics qui l'entourent, cet établissement doit avoir un malus, donc quoi, recevoir moins d'argent ? Oui, moins de moyens d'enseignement, moins de moyens financiers venant des collectivités pour rétablir au fond une forme de justice et dégager des moyens pour les affecter aux écoles qui, elles, accueillent tous les élèves, sans les trier, sans distinction. Je pense bien sûr, en l'occurrence, aux écoles publiques. Mais je ne veux pas être... Mais pardon, que fait-on avec les collèges et les lycées publics qui, eux, ne respectent pas la mixité? Mais vous avez tout à fait raison, il faut Parce aussi... que ça existe. Mais ça existe, bien sûr. Henri IV, Louis le Grand ne respecte pas la mixité, c'est certain. Il faut aussi affronter cette situation. Le combat pour l'égalité, pour la mixité, il vaut aussi dans l'enseignement public. Il faut avoir un spectre large. Là, mon rapport, il porte sur les établissements privés sous contrat. Et d'ailleurs, dans ce rapport, je ne veux pas limiter cette question uniquement, c'est indiqué, c'est écrit avec mon co-rapporteur Christopher Weisberg, à la situation des écoles privées. Mais je ne veux pas être... caricaturé, parce que le mot guerre scolaire, par exemple, y renvoie. Je veux aussi vous dire que moi, j'ai le souci des élèves et des familles qui scolarisent leurs enfants dans les établissements privés sous contrat. Par exemple, je propose une pénalité de 10 000 € pour les établissements qui évincent, qui éliminent leurs élèves en difficulté scolaire. Certains d'entre eux le font, pas tous, mais certains le font pour afficher des taux de réussite très, très attractifs. Et on l'a vu, pardon, dans le classe... 35% le font dans les établissements privés, mais 9% des lycées publics. Mais moi, j'ai le même rapport. Donc les 10 000 € d'amende, c'est pour les publics et le privé. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai un rapport d'égalité. Moi, je veux les mêmes règles, au fond, pour tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent et beaucoup d'élèves qui souffrent de ces évictions qui sont parfois très brutales. Et j'entends défendre aussi leurs droits, leur capacité à poursuivre leur scolarité. Vous voyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est transparence, contrôle, égalité, démocratie pour tous, qu'on soit dans le public ou qu'on soit dans le privé, qu'on soit tendanciellement partout traité de la même façon. Bon, alors, juste sur le malus, Véronique, est-ce que là, on tient quelque chose précisément pour empêcher ce que vous dites, c'est-à-dire les lycées qui trient? On tient quelque chose si on l'applique au public. Moi, je suis très frappée et je trouve que c'est quand même un phénomène qui est extrêmement parisien. Je pense qu'il faut pas, on peut pas mettre tous les établissements privés catholiques dans le même sac. On a vraiment des établissements très différents. Vous pouvez même aussi avoir, alors c'est résiduel, je l'avoue, des établissements privés catholiques qui ont des IPS, des indices de position sociale inférieurs au public dans certains endroits. Donc certains mènent une mission sociale. Je dirais que le problème aussi que j'ai envie quand même de soulever avant que ça se termine de ce rapport, c'est que on ne parle pas des raisons qui poussent autant les parents à partir dans l'enseignement privé. Ils réclament plus de cadres, un environnement d'enseignement serein. Et ça, moins d'absence. C'est ce que j'ai lu votre rapport et c'est ce qui manque, je trouve, dans ce rapport. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va dans l'enseignement privé. Il est là le cœur du problème. Pourquoi réussissent-ils mieux sur certains plans? Je dis pas sur tous. Et effectivement, vous avez raison, ils trient les élèves. Et je suis sûr que parmi ceux qui nous regardent ce matin, il y en a beaucoup qui se disent, bah oui, mais d'une certaine manière, j'ai choisi le meilleur pour mes enfants et le meilleur, j'ai considéré que c'était d'aller dans le privé parce que on sait que dans certains établissements publics, il peut y avoir des problèmes d'absence qu'on retrouvera moins dans beaucoup d'établissements privés, etc. Il y a cet arbitrage-là qui est fait aussi par les parents. On peut tout à fait le comprendre. Moi, je ne jette l'opprobre sur aucun choix des familles. Ils sont tous respectables et en effet, chaque famille cherche le meilleur pour son enfant. On s'est intéressé quand même à ces raisons. Et la principale, c'est l'effondrement de l'école publique. Quand vous êtes dans un collège où les absences ne sont pas remplacées, quand le bâti scolaire, littéralement, s'effondre avec des plafonds qui tombent, avec des problèmes de froid l'hiver, de chaleur l'été, vous dites à un moment, quand vous en avez les moyens, parce que aussi ça coûte pas si cher, mais ça coûte, et c'est une dépense qui est importante de scolariser son enfant dans une école privée. Vous faites parfois ce choix. Donc la principale explication, elle est là. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en effet, il faut regarder de façon globale cette question et que les réponses, elles portent sur des exigences pour les écoles privées, mais sur un réinvestissement massif dans l'école publique. Vous l'avez dit, tendanciellement, la part rapportée au PIB consacré à l'éducation, elle baisse, à l'inverse de à l'inverse de ce que prétendent les ministres de l'Éducation nationale. Donc moi, j'appelle à un plan d'investissement massif dans le public, autant qu'à une exigence d'égalité de traitement. J'ai une question très précise, Paul Vanier. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Avec le malus que vous proposez, Stanislas, à Paris, serait dans le malus, si bien sûr, mais plus encore.
Stanislas devrait, d'après moi, voir son contrat rompu. Parce que Pourquoi ? pour le coup, Stanislas piétine littéralement la loi Debré et son contrat d'association. La loi Debré, qui autorise le financement des établissements privés, leur demande en contrepartie 3 choses. Respecter la liberté de conscience des élèves. Stanislas ne le fait pas, c'est l'Inspection générale de l'éducation nationale qui le dit. Enseigner les programmes dispensés dans l'école publique. Stanislas ne le fait pas, là encore, c'est l'Inspection générale qui le dit. Et ne pas traiter de façon discriminatoire les élèves. Or, Stanislas, jusqu'en 2023, pratiquait le fichage confessionnel des élèves. Donc moi, je pense que là, pour Stanislas, il faut rompre le contrat. Et d'ailleurs, c'est une des constatations du rapport. Ces contrats ne sont jamais rompus. Il y a 7500 établissements, les contrats existent depuis 65 ans. On nous a présenté un seul cas de rupture de contrat, ce qui donne un taux de 0,009% de rupture. Franchement, c'est sidérant. On dirait que ces contrats, c'est vraiment de la... Les inspecteurs ne préconisent pas la rupture du contrat. Non, tout à fait. D'ailleurs, ça n'est pas leur rôle. Mais dans le rapport de l'inspection générale, ils pointent des atteintes à la liberté de conscience, le fait que certains programmes, par exemple les programmes de contraception en sciences et vie de la Terre, ne sont pas enseignés. Et ils indiquent qu'il y a des demandes des familles de renseigner, au fond, si leurs enfants sont baptisés, ce qui renvoie à un fichage confessionnel. C'est pas systématique, en tout cas, sur Stanislas, la en tout cas, c'est SVT. affirmé dans pour être précis, sur la SVT, sur la quasi-totalité des professeurs, sauf un, c'est indiqué dans le rapport de l'inspection générale. Il est disponible puisque vos confrères l'ont publié. Merci Paul Vanier. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps à nous consacrer.